Le 17 janvier 2023, restera dans l'histoire. Il était une fois Martinez Zogo. Alors que les enquêtes, effectivement, du juge d'instruction viennent de commencer, il est important qu'on puisse déjà ouvrir quelques moments, quelques éléments importants de ce dossier. C'est avec un cœur saignant que j'évoque cela parce que c'est un véritable film d'horreur. La méchanceté à l'extrême, la barbarie à l'outrance. Martinez Zogo a connu l'une des tortures les plus monstrueuses de l'histoire. Même dans des films, des zombies, parfois on ne voit pas ça. C'est un corps gonflé qui avait été découvert le 22 janvier 2023, complètement nu à Ebogo. Mais jusqu'à présent, aucune constitution de ces films monstrueux ou encore aucune version officielle n'a été donnée puisque seuls les avocats de Jean-Pierre Amouk-Bellinga et aussi les avocats de Danoué sont venus lors d'une communication en conférence de presse chercher à défendre leurs clients. Étaient-ils innocents? N'étaient-ils pas au courant? Ont-ils tout simplement eu à être piégés? À toutes ces questions et au regard des éléments que nous avons, nous disons non, c'était un plan macabre, bien organisé et qui a marché, mais pas à la perfection. Parce que Dieu a voulu tout simplement que, en dernière minute, on découvre le visage horrible de ceux-là qu'on connaît comme des êtres humains, mais qui n'ont que des cœurs de monstres. Martinez Zogo a été donc enlevé par les éléments de la DGAE. Alors qu'il sortait de la radio, il a bel et bien été poursuivi et puis kidnappé. Et c'est là où il a reçu les premiers coups dans cette monstrueuse voiture. Martinez Zogo a cherché à résister. Martinez Zogo n'a pas rapidement lâché.
Et de toutes les façons, les tortionnaires de la Prado ne voulaient pas que les choses aillent très vite. Il fallait qu'ils crachent le morceau. Quand on regarde certains éléments de l'enquête et aussi les éléments qui sont actuellement sur la table des billets, parce qu'il a reçu le résumé de ce qui s'est passé, on peut se dire que être à la place de Martinez Zogo, même l'homme le plus endurant du monde n'aurait pas pu résister ne serait-ce que 1 heure de temps. Il a été durement frappé. Frappé. D'autant plus que il avait évité un coup qui était porté par l'un des membres du commando, dont on m'a donné l'identité, mais cette identité au niveau du nom, bien sûr, je peux considérer aussi que c'est des sobriquets. C'est pour ça que je préfère me contenter des faits, et parce que chacun, aussi des membres du commando, a dit que c'est tel qui a fait ceci, c'est tel autre qui a fait ceci, se jetant en même temps des responsabilités. Vous connaissez que Martinez Zogo a été déshabillé. Vous connaissez qu'il a été torturé. Mais peut-être aussi, ce que vous ignorez, c'est que Martinez Zogo, au bout du bout, a demandé de pouvoir abréger ses peines. Ça n'a pas été fait. Ils ont pris des couteaux. C'est avec ça qu'ils ont enlevé la peau de la plante des pieds de Martinez Zogo. Donc, sans anesthésie. Imaginez tout simplement que votre doigt là, qu'on prenne une lame, qu'on commence à passer progressivement pendant 10, 15 minutes. On finit sur ce doigt, on attaque l'autre doigt. Dont la plante des pieds de Martinez Zogo a été taillée comme ça, jusqu'aux orteils. La deuxième plante des pieds a été taillée de la même façon. Puis, ils ont pris des objets lourds, avec lesquels ils se sont mis à casser ses chevilles. Casser ses chevilles.
Martinez a transpiré beaucoup. Toute la sueur était partie. Et comme Jésus-Christ, il avait soif. On lui a demandé, tu as soif? Tu veux boire? Il a dit oui. Je veux boire. C'est là où un des membres du commando est venu. On a élargi sa bouche. Il a introduit son engin dans la bouche de Martinez. Il a commencé à faire Martinez devait tout avaler. Obligé d'avaler. En donnant des coups fortement à Martinez, il lui est arrivé d'avoir un réflexe d'esquiver. Ce qui a rendu furieux un des membres du commando parce qu'il avait raté d'atteindre Martinez, qu'il voulait déformer les mandibules. Et il est parti lourdement tomber. Quand il s'est relevé, il a complètement détruit Martinez. Puis enfoncé ce que vous savez par derrière. Martinez est mort. Entre-temps, la pression montait. Ils ont gardé le cadavre de Martinez. Ils avaient le cadavre de Martinez. Parce que nous avions lancé les alertes. Et parce que le dehors était en ébullition. Ils ont gardé la dépouille de Martinez pendant 2 jours. Puis ils sont partis avec, pour se débarrasser à Bourg. L'objectif était de faire disparaître le corps. D'où les bidons d'acide. L'acide devait complètement réduire Martinez en cendres. Et la version qu'ils avaient préparée, que Martinez Zogo a fui, est parti se réfugier, c'est elle qui devait être répandue partout. Mal leur en a pris. Au moment où ils sont arrivés, dès que le premier bidon a été versé sur le corps, un véhicule est venu. Plein phare. Les a surpris. Pris de panique, ils ont abandonné le corps. Et ils ont fui. Là où vous avez trouvé le corps de Martinez Zogo, là où nous a montré le corps de Martinez Zogo, ce n'est pas là que le corps a été déposé. Le corps de Martinez Zogo a été déplacé
verra notre site. Toujours à Bogo. Bien exposé cette fois-ci, encore. C'est pour ça que dans les dépositions, on vous parle de deuxième commando. C'est pour ça qu'on vous parle de torture par aide. Parce que certains ont voulu dire, le commando a voulu dire qu'ils avaient laissé Martinez Zogo en vie. Non. Le 19, ils sont partis déposer le cadavre à Ebogo. Sauf que quand ils découvrent les images de Martinez Zogo ailleurs, ils se disent, mais c'est pas là où on l'a déposé. Et c'est là où ils se disent donc qu'ils ont été infiltrés. Ce véhicule qui est arrivé, sortait d'où? Ce n'était pas un civil. Ce n'était pas par hasard. Cela veut dire qu'ils étaient suivis par quelqu'un qui connaissait ce qu'ils étaient en train de faire. Qui les a donc suivis? Et comment ça s'est fait qu'on les arrête? Beaucoup de gens ont tout simplement dit que c'était un coup monté, mais en réalité, c'est qu'au sein de la DGRE, il y a d'abord eu et il y a des dissensions. Ces dissensions qui se répercutent d'ailleurs au sommet de l'État. La première personne qui sera prise, ce sera bien sûr Justin Danoué. Justin Danoué était le patron ou le commandant des opérations. Le commandant de cet assassinat. Quand on le prend, parce qu'il est convoqué, on ne va même pas l'arrêter. Il part, il veut nier, on lui présente des éléments. Que voilà, voilà, voilà. Tu as organisé ceci, tu as organisé cela. Il comprend rapidement qu'il a été infiltré. Et c'est pour ça qu'il se met à table. Il se met donc à tout déverser. Il avoue que c'est lui qui a monté le commando et que Eko était au courant. Il va demander, bien sûr, de la protection par rapport à sa famille, d'autant plus que les éléments étaient clairs, nets, indiscutables. Et il va dire que l'opération avait été montée par, avait été demandée par Jean-Pierre Amour-Belinga. Sauf qu'au niveau de la réalisation, de la conception, et surtout de ce qui devait se faire, il y avait un certain nombre de choses que Amour-Belinga voulait et que Eko ne voulait pas. Lorsqu'on parle de Laurent Esso d'abord, avant de revenir sur ça, je crois que je vais plutôt revenir après. Danoué passe aux aveux. Et c'est comme ça qu'on va donc remonter tout le réseau et prendre tout le commandement. Les gens vont peut-être dire que qui est donc ce deuxième commandant? Selon certaines informations,
Elon Lobet aurait été celui, mais là je dis aurait, parce qu'au niveau de la présidence, il y a toutes les précisions sur l'opération. C'est pour ça que l'enquête est montée dès la présidence par les enquêteurs israéliens. Ceux qui sont pour la sécurité et pour l'interception des communications téléphoniques qui ont été recrutés par BIA et qui sont également aussi très proches de Ngongo, donc Iran Moïse. Cela était au courant de l'opération. Et comment est-ce qu'ils ont donc été au courant de l'opération? Certainement parce que le commissaire Elon Lobet, qui avait été replacé par Ekweko, avait d'abord été dégagé par Ekweko. Il était le directeur des opérations. Et il a été enlevé par Ekweko, qui est venu avec Danwe. Et maintenant, avec Danwe, ils ont eu quelques petits problèmes. Il a demandé à Danwe que maintenant, pour mobiliser les troupes, mettre les troupes en mouvement, ou même utiliser certains instruments de torture et tout, il n'avait plus cette possibilité-là. C'est lui qui a enlevé Danwe, que pourtant Paul Biya, lui aussi, venait de lui décerner la médaille des chevaliers de l'ordre de la valeur, c'est-à-dire que la deuxième distinction, c'était le 20 mai 2021. Et il y a donc des intrigues là-bas. Et Ekweko se décide de pouvoir maintenant jouer, cogner les têtes entre Danwe et Elon Lobet et Joseph. Or, Elon Lobet a des entrées à la présidence de la République. Espionne donc ce qui est en train de se passer. Surtout qu'il y a un mouvement de troupes. On ne pouvait pas déplacer des gens du nord-ouest, du sud-ouest, sans que Ekweko soit au courant. C'est une impossibilité absolue. Et l'homme était donc au courant. Il comprend donc qu'il y a un coup qui est en train de se préparer. Donc, au moment où ils vont se débarrasser de ce cadavre, au moment où ils veulent verser de l'acide, c'est donc le commando de Longlobe qui va intervenir pour que le cadavre ne disparaisse pas. Et pourquoi est-ce qu'ils interviennent? C'est simple. Parce que Longlobe avait déjà travaillé les mêmes opérations de disparition de cadavres avec Ekweko. Vous vous souvenez par exemple pour l'affaire de Guérandi. Guérandi Mbaraki est enlevé le 25 janvier 2013 par Abrantes avec Starkman, soi-disant vendeur d'armes, mais surtout avec Elon Lobet qui avait coordonné l'opération de la DGRE. On va enlever Guérandi, on viendra avec lui, il est mis sous soudatif jusqu'à l'aéroport de Douala. Et quand ils arrivent là-bas en pleine nuit, on va, bien évidemment, ça c'est juste pour vous rappeler les méthodes, c'est le commissaire Maté qui va faire que on entre avec Guérandi drogué derrière une porte et puis où les gens ne sont pas en train de regarder. Et qu'on va envoyer Elon Lobet d'aller prendre le colis, parce qu'ils appellent ça le colis. C'est donc le commissaire Elon Lobet qui va effectuer cette opération avec ces éléments, avec l'autorisation des Kweko. Il met donc les éléments en mouvement. Quand ils vont bien évidemment arriver entre Zeka et Puma, c'est la méthode qu'ils vont utiliser. Ils vont tuer Guérandi. Ils vont verser l'acide. Donc le corps de Guérandi ne sera jamais découvert. Donc il y a cette méthode. Lorsque
On sait qu'il y a une influence, que tu as une influence terrible, machin et tout et tout. Allez, soit on organise un rapt, on t'assassine, on fait passer que c'est des bandits. Soit alors, lorsqu'il y a beaucoup de la pression, allez, le cadavre disparaît. Donc, Elon Lobe était au courant et les espionnants savaient donc qu'on va faire disparaître le cadavre de Martinez Zogo. Certainement, c'est ainsi qu'il avait eu à faire que cela soit déplacé. Et ce qu'il faut savoir derrière cette histoire-là, c'est que bien sûr, il va livrer certains éléments, non seulement à Biya, mais aussi au niveau du CED, d'où la commission mixte. Parce que le nom du ministre de la Justice est bel et bien sorti. Il a un rôle important, Laurent Esso. Quand vous lire la déposition de Danoué, que certains ont voulu faire passer pour un idiot, pour un fou, pour quelqu'un qui racontait n'importe quoi, oubliant quand même que, mais non, c'est quelqu'un qui a suivi un cursus normal, avec bien sûr un parcours psychologique, parce qu'on étudie tout ça. Oui, bac en 98 en Gaondéré, puis 2002, il entre à l'EMIA, et puis il sort de là, il a affecté, et puis il est devenu d'ailleurs lieutenant-colonel, je crois qu'en janvier 2018. Donc, il a passé plusieurs épreuves, et il a toujours réussi toutes ses missions. Donc, lorsqu'on voit le nom de Laurent Esso apparaître, en fait, Laurent Esso est celui-là qui, avant même de dire qu'il faut finir le travail, avait donné une mission. Couper les oreilles de Martinez. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose aussi. L'office du contre-amiral Fouda. Il avait été retrouvé, je crois, le 14 avril 2014, au niveau des rails. En face à Acropole, à Yaoundé. Il était sergent-chef. Il avait été tué. Ses oreilles tailladées avec des doigts, comme pour Martinez. Et lorsque vous regardez cette mort, et vous regardez les instructions de Laurent Esso, qui lui aussi n'aimait pas l'office, n'aime pas le contre-amiral Fouda, on comprend donc beaucoup de choses. On disait d'ailleurs déjà que Laurent Esso, ou plutôt que le ministre de la Justice, savait beaucoup de choses sur cette histoire-là. Cette enquête n'a jamais abouti. Même si on avait pris 2 petits garçons là qu'on avait mis au niveau de la prison. Mais Laurent Esso connaissait beaucoup de choses sur l'assassinat du fils du contre-amiral Fouda. Pourquoi en voulait-il au contre-amiral Fouda? On voit donc que c'est un coup d'État qui est programmé presque depuis. Le contre-amiral Fouda, je vous ai dit, est l'homme clé de Paul Biya. D'ailleurs, l'histoire qui avait été inventée une fois là, que la mallette de Paul Biya, c'est son aide de camp qui a failli voler ça à Genève. C'est une histoire qui avait été montée par les Amouroubelinga. C'est lui qui était le premier à diffuser cette information-là. Pas notichement, parce que justement, c'est Laurent Esso qui avait activé ce réseau-là. Mais en réalité, ce n'était pas le contre-amiral Fouda que absolument Esso
Et Amoukou-Belinga voulait enlever. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que même dans ces audios, Amoukou-Belinga a infiltré la femme du contre-amiral Fouda parce qu'il voulait avoir un certain nombre d'informations, parce qu'il voulait la... C'est comme ça. Le contre-amiral Fouda, je vous ai dit, a été obligé de quitter la maison parce qu'il comprend que lui-même, il est beaucoup introduit. Donc pour l'assassinat, déjà, du fils de contre-amiral Fouda, grâce à la mort, ou plutôt à l'assassinat de Martinez Zogo, on voit donc que Esso et Amoukou-Belinga étaient déjà derrière. Lorsque Marafa a commencé à fustiger, à tirer à boulet rouge sur Laurent Esso, vous vous souvenez? Il a même dit qu'il allait sortir des dossiers top secrets. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière audience à laquelle avait participé Madame Sopo, la secrétaire de Laurent Esso, c'était la secrétaire de Marafa, c'était en 2013. C'est elle qui donnait des documents. C'est elle qui sortait des documents au tribunal pour donner. Marafa avait commencé à dire tout le mal de Laurent Esso et qu'il avait des informations claires et nettes parce que ce soit les détournements, que ce soit au niveau de beaucoup de montage de la fausse opération Épervier, Marafa disait que tout ça, Laurent Esso est en train de préparer son entrée au pouvoir et est prêt à tout tuer. La femme qui donnait donc ces informations, elle avait 55 ans. Elle habitait au Golfe. Et vous vous souvenez que juste après avoir sorti certains documents, elle avait été retrouvée morte, assassinée. Elle avait été retrouvée par son frère Manu et sa fille Maëva. Je crois qu'elle sortait de... Elle avait une fille unique qui vivait en Belgique. On avait trouvé que non seulement la maison avait été fouillée, mais on avait aussi emporté son ordinateur. C'est elle qui avait tous les dossiers de Marafa et de Laurent Esso. Et d'ailleurs, c'est elle qui, parce que la femme de Marafa était malade, elle était déjà venue ici à Paris, c'est elle qui, après le chez elle, partait chez Marafa. Le jour de son assassinat, les voisins avaient vu 3 individus entrer chez elle. Ils étaient restés là pendant plus de 10 heures de temps. Depuis là, Laurent Esso, qui est ministre de la Justice, l'affaire là n'est jamais passée en justice. Sur l'assassinat de la femme de la secrétaire plutôt, de Marafa, Amidou Yaya. Voici donc une autre affaire, celle de Martinez Zogo, où on dit que Laurent Esso est bel et bien impliqué. Il est impliqué. Il ne peut pas nier aujourd'hui, mais comme d'habitude, Paul Biya attend, regarde, alors que les enquêteurs voulaient déjà interroger Laurent Esso. Qu'il soit donc clair, pour ceux qui veulent vous tromper, ceux qui veulent vous désinformer, Martinez Zogo a été bel et bien tué sur ordre de Jean-Pierre Amoukou-Belinga qui était commanditaire et bien évidemment aussi Laurent Esso. Maintenant,
Le commando dit que, en fait, on voulait torturer Martinez Zogo. On ne voulait pas le tuer. Pouvez-vous croire en ça? Qu'on voulait seulement le torturer en allant le jeter en brousse après avoir enlevé jusqu'à la peau de la plante des pieds, après avoir enfoncé ceci, après avoir découpé ce... Et au-delà de ça, au moment où vous l'avez gardé, c'était 2 jours. Ils l'ont gardé 2 jours. Ils ont gardé la dépouille 2 jours. Donc Martinez devait ressusciter comme Jésus-Christ au 3e jour. Il devait ressusciter des morts. Et il y a des détails que je ne peux me permettre de vous donner. Mais que, quand les débats seront ouverts, vous saurez. Il y a des choses que les enquêteurs ont cachées. Parce que ça pouvait créer un soulèvement. Parce que l'affaire Martinez, cet assassinat est tellement crapuleux que le plus insensible peut tout simplement vomir. Au niveau de la DGRE donc, Eko était au courant depuis, puisque il a joué au Ponce Pilate. Il a vendu aussi des documents à Amougou. Comment vous pouvez croire que Eko avait rencontré dans un hôtel à 2, 3 reprises Jacques Blaise Mvié et d'autres techniciens de ce qu'on peut appeler le ministère de l'économie. Ils sont venus avec des documents, remettre nuitamment à Eko qui arrivait et qui prenait ces documents en disant qu'il va transmettre ça au chef de l'État. Des documents compromettants concernant justement les détournements de Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais il est parti plutôt remettre ces documents à Jean-Pierre Amougou Belinga et préparer une opération. Vous ne pouvez pas dire qu'un type comme Danoui a pu mobiliser toutes les troupes et tous les instruments sans que Eko, qui pourtant lui avait déjà retiré ce pouvoir, ne soit au courant. Mais non. Mais non. Eko a participé à beaucoup de choses concernant le sang des Camerounais. C'est des crimes contre l'humanité. C'est des crimes qui doivent être poursuivis. C'est des crimes où même la famille de Martinez, ou même pas seulement la famille, le peuple camerounais, après Biya, devrait traduire certains agents des services secrets à la CPI. Vous ne pouvez pas prendre des gens, aller les assassiner, des exécutions sommaires, extrajudiciaires, vous les torturez et vous faites disparaître des cadavres. Combien de Camerounais ont disparu? Combien ont-ils été assassinés? Imaginez si le 2e commando ne venait pas là, on serait en train de dire que Martinez Zogo s'est envolé et qu'il va réapparaître. Ils ont fait ça avec Grandi, jusqu'à ce que le colonel Abrantes, lui-même, le Portugais, vienne saisir Jeune Afrique et avoue qu'il a travaillé avec la DGE pour aller kidnapper tout un capitaine, l'endormir, le ramener au Cameroun sous un faux passeport qu'ils avaient eux-mêmes établi et aller l'assassiner.
également, il faut savoir que pour ceux qui croyaient que Biya leur faisait confiance, non, Biya ne fait confiance en personne. Hein. Même quand on n'a pas la confiance de Biya. Biya guette tout le monde. C'est pour ça que derrière les services d'espionnage, il crée lui-même d'autres services d'espionnage et de contre-espionnage. Sauf qu'aujourd'hui, c'est fragilisé. Parce que quand vous faites comprendre quand même que c'est la DGRE, et ce n'est pas seulement la DGRE qui est impliquée. Vous vous rendez compte que Jean-Pierre Amour Belinga faisait quand même des marchés avec le patron de la DSP. Vous vous rendez quand même compte que Jean-Pierre Amour Belinga parlait avec le délégué général à la Sûreté nationale comme si c'était lui. D'ailleurs, il le traitait de sujet. Que pratiquement, il a mis le secrétaire général de la police sous ses pieds. Mais finalement, qui a échappé à Jean-Pierre Amour Belinga? Qui a échappé au réseau ESSO? Et le réseau ESSO est très vaste. Parce qu'aujourd'hui, à côté de Biya, vous avez quand même les gens comme lui, Paul Montazé, ministre de l'économie, ministre des finances. Il est impliqué. Puisque les lignes 94, les lignes 65, les lignes 57, que Martinez Zogo dénonçait, qui a fait, qui a provoqué cette hémorragie de capitaux, qui a monté, qui est le cerveau du gars, c'est lui Paul Montazé, qui se présente comme le neveu de Biya. Donc, même en prenant un seul, c'est toute une succession. Vous voyez, le ministre de l'administration territoriale, lui, il fonctionne avec Amour Belinga depuis très longtemps, à Tanganji. Puisque à Campost, ils avaient déjà volé. Donc, regardez les ministères clés qui sont concernés dans cette affaire. Et c'est pour ça que Jean-Pierre Amour Belinga est tout tranquille en se disant que tellement beaucoup de gens sont trempés qu'il finira par s'en sortir ou bien qu'ils finiront par monter un coup, soit pour tuer Biya, soit pour prendre le pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai dit que, attention, quand on regarde l'état de Biya, s'il ne prend pas le courage de vite balayer, lui sera balayé. Ils se sont préparés depuis des années. Ils ont des bandes armées et ils n'ont plus rien à perdre. Le seul homme qui les empêche aujourd'hui, parce que ne vous en faites pas, personne ne peut barrer la route aux ESSO et autres. Personne, à part Biya. Tout le monde est dans leur poche. Le ministre des Transports, dans leur poche. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que même les avions qu'on loue à Biya, il est en danger. Celui qui dit qu'il défend Biya, Fama Dongo, il est dans la poche de Jean-Pierre Amour Belinga. Donc Biya est encerclé. Martinez Zogo, qui a été assassiné de façon horrible, au moins sera sauvé quelque chose. Le Cameroun, d'une bande de mafieux, de sanguinaires, de tortionnaires, qui allaient arriver au pouvoir par effraction en volant de l'argent, en pillant les caisses de l'État. Martinez Zogo, au moins empêcher ce hold-up, ce coup d'État scientifique, machiavélique. Martinez Zogo nous a montré le vrai visage du garde des Sceaux
Laurent Esso, Lorenzo, qui se faisait déjà appeler le cœur du pays. Ah, pourquoi l'appelait-on le cœur du pays? Vous voyez qu'un petit pays chantait là, le cœur du pays. Donc en fait, il est le cœur de la mafia, du secrétariat général à la présidence, en passant par le ministère de la Justice qu'il a utilisé pour détruire ses potentiels adversaires. Il s'est créé également un empire financier importantissime. Et par la suite, il s'est allié aux malfrats. Donc, Amougou Belinga est le bras séculaire. Aujourd'hui, l'affaire Martinez-Zogo, on a voulu nous dire que c'était juste quelque chose qui était monté comme ça. Mais c'est plus grave que ça. Parce que les dossiers qu'il avait empêchaient à ce gang de dormir et d'arriver à leur fin facilement. J'étais déjà en train de dénoncer ici. Mais vous savez comment ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils bloquent tel, ils bloquent Facebook, ils bloquent tel. Et ils savent que bien évidemment, les mégas ne sont pas à la portée de tous les Camerounais. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi voulu m'éliminer. Et ils veulent toujours m'éliminer. Mais Martinez-Zogo était au cœur de la capitale. Créer l'embouteillage dans leurs affaires à travers son émission, l'embouteillage. Aujourd'hui, c'est eux qui sont pris dans l'embouteillage, dans le maillage, le cadillage. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils finiront par le pays. Nous, on ne va pas laisser. Tuez Biya, vous n'arriverez pas au pouvoir. Faites le coup d'État, vous n'arriverez pas au pouvoir. Le peuple va vous chasser. Vous n'allez pas nous tromper. Vous n'allez pas nous assujettir. Vous n'allez pas nous effrayer. Ils ont effrayé Martinez, arrachant cheveu par cheveu. Crevant les yeux. Violant ses parties intimes. Lui faisant avaler n'importe quoi. Lui enfonçant n'importe quoi. Transformer sa bouche en leur WC. Ils ont transformé Martinez en WC. Leur WC à eux. Ils sont là. Des gens comme ça là. Qui doivent être condamnés à vie ou à mort. C'est eux qui font la loi à la prison principale de Kondengi. C'est eux qui reçoivent les nanas. C'est eux qui ont des téléphones. C'est eux qui narguent tout le monde. C'est eux qui continuent à acheter des activistes. C'est eux qui continuent à monter des rébellions. Ils sont nombreux. Mais il faudrait commencer à couper les têtes. Au moins, ceux qui sont à la queue comprendront qu'ils ne pourront plus continuer à agir. Ils ont utilisé l'argent de l'État pour se donner des médailles des tropiques. Chaque 20 mai, on n'a fait que donner des médailles à des bandits.
On les a invités au palais de Toudi. Aujourd'hui, on découvre que ce sont les génies du mal, tel le titre du livre de Danoué, que lui-même a écrit et n'a jamais dédicacé. Danoué n'a trahi personne. Danoué a été pris la main dans le sac. Tous les éléments étaient là. Et c'est pour ça qu'il a avoué. Jean-Pierre Mbelinga, pour vous qui ne comprenez même pas encore, non seulement il y a des assassinats, du cannibalisme, du vampirisme, il y a des détournements, il y a de la déstabilisation. Plus dangereux que lui, le Cameroun n'en a jamais connu. Qui s'assemblent et se ressemblent. Ah, on ne savait pas qu'un analphabète allait ressembler à un magistrat hors hiérarchie, mais comme dans les histoires de Pablo Escobar, il a toujours fonctionné avec les ministres de la justice. Il avait toujours fonctionné avec les gros cadres de l'armée et des services secrets. C'est exactement la même chose que notre Pablo Escobar de la Mofoakono, de l'immeuble Ekan, 100% Martinez, de l'immeuble des Martyrs. C'est de la même manière qu'il a eu à fonctionner, impliqué dans plusieurs attentats. Donc nous ne voulons même plus parler de celui de Brian Fombor, qu'on n'oubliera jamais, et toujours avec Laurent Essou. Et peut-être qu'un jour, Ernest Obama se mettra à table pour aussi parler. Mais pour l'instant, il a peur, il ne pourra pas parler. Mais Laurent Essou, comme dans l'assassinat de Martinez Zogo, est aussi impliqué dans l'assassinat de Brian Fombor. Un ministre de la Justice, chef bandit, un ministre de la Justice impliqué dans des scènes de torture, Laurent Essou finira à la CPI et non à Etoudi. Il verra juste Etoudi à la télé. Et si c'est encore pour aller dîner, aller manger, sachez-le, même en mangeant avec Paul Biya, le lendemain, on peut se retrouver dans le royaume de l'au-delà. Le vieux lion peut perdre les dents, mais ne perd pas d'appétit. Tel est écrit sur le fronton d'Etoudi et sur le front de Paul Biya. Pas d'amis, pouvoir à vie et silence, on tue.